Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence Idéalco de la communauté Eau Pluviale, en l'occurrence aujourd'hui co-organisée avec l'ATEP, donc l'Association des acteurs du traitement des eaux de la parcelle. Donc avec la montée en puissance de la gestion durable intégrée des eaux pluviales à la source, à la parcelle, on y reviendra. Les collectivités doivent s'appuyer sur des professionnels capables de concevoir, de mettre en œuvre des solutions qui soient efficaces, qui soient durables et surtout qui soient conformes à toutes les exigences réglementaires qui se densifient sur cet enjeu. Et l'un des constats qui a donné naissance à cette webconférence aujourd'hui, c'est que les collectivités perçoivent parfois des écarts entre ce qu'elles prévoient et la réalité de terrain après réalisation des projets. Donc il existe un besoin de mieux se comprendre, de mieux exprimer les attentes de chacun. Et il apparaît en fait que beaucoup de professionnels ne sont pas nécessairement suffisamment formés ou outillés pour accompagner pleinement des projets de gestion intégrée et durable des eaux pluviales. Et donc, pour répondre à cet enjeu, différents dispositifs et initiatives se développent et nous sommes réunis aujourd'hui avec nos différents intervenants pour en parler et présenter en l'occurrence l'une d'entre elles qui est le label Calipluie. Donc, vous l'aviez vu sur la fiche formation. On est ici pour discuter de ce que ce label implique, de ce qui se cache derrière cette certification, donc des professionnels du pluvial en l'occurrence, et surtout comment ce label peut faciliter la vie des collectivités et rassurer sur la réalisation des projets. Donc pour vous en dire un peu plus sur le déroulé de la webconférence, on va prendre un premier temps avec Jérémy Sténinger, qui est le délégué général de l'ATEP, pour recontextualiser un peu les enjeux, reparler de ces fameux aspects réglementaires qui viennent se renforcer autour de la gestion du pluvial. Et on enchaînera dans le vif du sujet avec Benoît Delin, qui est secrétaire général adjoint de la CNATP, qui abordera donc l'engagement de la filière professionnelle autour de la structuration de ce label Calipluie. Et en l'occurrence, il sera accompagné de Loïc Berger, qui est artisan et vice-président d'Essor Durable, qui en l'occurrence viendra nous donner le point de vue d'un professionnel dans le cadre de ce label. On prendra un premier temps de questions-réponses à la fin de cette première partie et ensuite on enchaînera avec le retour d'expérience, donc un peu plus concret de Rennes Métropole sur l'utilisation de ce label sur leur territoire, aussi bien pour des projets neufs que pour des projets existants. Et donc pour nous en parler, on accueille aujourd'hui Christelle Sefo, qui est technicienne en charge de l'instruction des permis de construire en accord et selon le PLUI, et également de Rémi Azevedo Ezano, excuse-moi Rémi, chargé de l'accompagnement des usagers sur les sujets de désimperméabilisation, de récupération et de réutilisation des eaux de pluie sur l'existant cette fois-ci. Et on terminera donc ce retour d'expérience par un temps d'échange un peu plus large. On pourra revenir sur ce retour d'expérience, on pourra revenir sur les aspects qui vous manquent, sur l'explication de comment fonctionne Calipluie, etc. Enfin voilà, on pourra finir cette webconférence avec un temps un peu élargi. La session, elle est bien entendu enregistrée. Vous pourrez la retrouver sur la plateforme d'ici demain avec l'entièreté des supports de présentation que vous allez voir aujourd'hui. Bien écoutez, je pense que vous avez toutes les informations. Jérémy, je vais pouvoir vous laisser la parole pour commencer avec cette première partie introductive, contexte et aspect réglementaire. Merci beaucoup, Agathe. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. On devrait être en pleine page. Donc, oui, effectivement, rebonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter tout d'abord un premier propos introductif pour revenir placer la récupération et utilisation d'eau de pluie dans son cadre général de gestion durable et intégrée des eaux pluviales à la parcelle. Et puis ensuite, de faire un zoom, comme l'a dit Agathe, effectivement, sur la réglementation avec un nouveau cadre réglementaire qui est arrivé en 2024 sur l'usage domestique de l'eau de pluie et qui est venu renforcer finalement le cadre existant qui existait depuis 2008. Donc tout d'abord, les avantages et intérêts de la gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle, hein. Donc il y a un certain nombre d'avantages au-delà de contribuer à la gestion des eaux pluviales et de permettre de récupérer et utiliser l'eau de pluie. Ça nous permet un certain nombre d'avantages comme lutter contre le réchauffement climatique, finalement en venant créer une continuité entre les parcelles et l'espace naturel. Ça permet de favoriser la biodiversité, on crée des habitats
pour les plantes, les insectes, les oiseaux et les autres animaux, en venant faire de la désimperméabilisation, de la renaturation de la parcelle. Ça permet d'atténuer les effets d'îlots de chaleur urbains, hein. Grâce aux espaces verts qu'on va créer, on va pouvoir rafraîchir la parcelle, rafraîchir la ville, en gérant les eaux pluviales de façon décentralisée. En cascade, on sait que via les plantes, ça nous permet d'absorber un certain nombre de polluants atmosphériques. Donc la renaturation, gestion des eaux pluviales à la parcelle va permettre d'améliorer la qualité de l'air. On va jouer sur la perméabilité des sols, hein, qui va permettre que l'eau de pluie s'infiltre naturellement et ainsi réduire le ruissellement et en cascade participer à l'atténuation du risque inondation. Et on sait que tout ça, ça favorise le bien-être, finalement, de recréer des espaces verts, des espaces naturels à proximité de l'habitat. Ça permet de créer des lieux de détente, de bien-être pour les habitants et ça influe positivement sur la santé de tout un chacun. Et ça permet d'atténuer, d'agir sur les épisodes extrêmes, hein, qu'on peut connaître aujourd'hui, soit de périodes de temps sec ou de périodes de pluie intense grâce à des ouvrages de gestion décentralisés. Donc, on a un certain nombre de niveaux d'intervention, hein, pour participer à la gestion des eaux à la parcelle. Il y a trois grands pôles finalement, hein. Il y a l'évapotranspiration, il y a l'infiltration et il y a la valorisation des eaux, ce qu'on verra plus particulièrement dans cette webconférence. Mais ce qui est important finalement, c'est de se rendre compte qu'au travers d'un un certain nombre d'actions, de pièces de puzzle, elles vont venir se compléter et c'est cette complémentarité des différentes solutions, des différentes approches qui vont nous permettre vraiment d'avoir une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle. Donc, au niveau des différentes solutions qui existent, hein, là, on a mis un visuel, on a pu montrer que sur une parcelle, on peut compléter. Donc là, on est allé très, très loin, on en a mis beaucoup, hein. Mais si on en combine déjà deux ou trois sur une parcelle, c'est très, très bien. Donc, on va agir, tout d'abord, une des premières solutions qui est à nos dispositions, c'est le pavement perméable, donc les pavés perméables. Donc, ça permet de transformer un espace imperméable en un espace poreux qui va permettre de gérer les eaux pluviales. Ce qui est intéressant avec ces solutions-là, c'est que finalement, on n'a pas de changement de destination de l'ouvrage. Si on avait prévu sur la parcelle une place de parking goudronnée perméable, ben, en faisant une place de parking en pavé poreux imperméable, on a toujours cette fonction place de parking, mais ça nous permet de réduire l'imperméabilisation et de participer à l'infiltration des eaux. Autre solution qui existe aujourd'hui, c'est la mise en place d'espaces naturels en creux, les NOU, qui sont basés sur l'infiltration des eaux. Donc, ça permet de créer des espaces naturels. C'est des solutions techniques qui sont assez peu onéreuses et ça permet de contribuer à la création d'îlots de fraîcheur. On a les toitures végétalisées, donc là où aussi on va permettre de favoriser l'évapotranspiration, où là on va contribuer à rafraîchir la ville. Et l'intérêt de la toiture végétalisée, c'est qu'on n'a pas une emprise foncière supplémentaire. Là, on aurait eu une toiture plate, finalement. Végétaliser cette toiture n'a pas une emprise supplémentaire, mais ça permet de participer à la gestion des eaux pluviales, de gérer les eaux pluviales et de créer du rafraîchissement à la parcelle, mais également contribuer au rafraîchissement de la ville au sens large. Solution classique est connue, est préconisée depuis longtemps, c'est la tranchée drainante, hein. C'est là qui nous permet de stocker et d'infiltrer les eaux pluviales à la parcelle. L'avantage, là aussi, c'est qu'on n'a pas de changement de destination. Sur sa parcelle, ça n'a pas d'impact visuel ou d'emprise. Ça permet de l'intégrer parfaitement à un espace vert existant. Et c'est pareil, c'est un coût assez faible de mise en œuvre et d'investissement. Variante qui permet une perméabilité plus grande, hein, finalement, qui rejoint cette question de la tranchée d'infiltration, c'est les saules ou les drains, où là, on va venir avec l'intégration de produits manufacturés, qui ont un espace de vide très, très proche. On essaye d'être le plus proche possible des 100%, ce qui permet de stocker un maximum de pluie et qui permet ensuite de la restituer, de l'infiltrer. Le puits d'infiltration, qui est pareil, hein, qui était aussi appelé puisard, donc qui est utilisé depuis longtemps, qui est la variante finalement de la tranchée, mais de façon verticale, qui permet de stocker et surtout d'évacuer, d'infiltrer les eaux à la parcelle. Et ensuite, on arrive dans tous les systèmes qui vont nous permettre la récupération et la réutilisation des eaux de pluie à la parcelle. Donc, on a les premiers niveaux de cuves, hein, c'est les cuves aériennes, les cuves de quelques centaines de litres à 1 mètre cube, qui permettent de stocker les eaux dans un stockage aérien, qui permet notamment des usages extérieurs, hein.
des usages d'arrosage. Donc, l'avantage de ces solutions-là, c'est on a des travaux assez faibles, hein, puisqu'il n'y a pas de travaux de terrassement à réaliser, mais on est sur un volume assez faible de récupération et finalement sur des usages assez réduits, hein, notamment réduits à l'arrosage sur la parcelle. On va ensuite arriver sur des cuves enterrées, hein. Donc, on va avoir des cuves de stockage qui, là, vont permettre de faire plusieurs mètres cubes et où, là, avec un système de gestion, un gestionnaire, on va pouvoir rentrer à l'intérieur de l'habitation pour avoir d'autres usages de l'eau de pluie récupérée qui vont au-delà du lavage des sols et de l'arrosage, qui permettent notamment l'alimentation des chasses d'eau. Un autre type d'équipement qu'on retrouve, c'est la cuve double fonction. Donc, en fait, comme son nom l'indique, elle a deux fonctions, celle-ci, c'est-à-dire on a un débit de fuite à un certain niveau de la cuve, là, on va dire qu'il est au milieu, qui nous permet d'avoir un volume inférieur, qui permet la récupération, la rétention pour les usages, et on a un volume supérieur qui permet la récupération des pluies suivantes, mais également de les évacuations. Donc, ça permet de pouvoir jouer sur le niveau de la cuve et d'avoir un volume inférieur dédié à la récupération-utilisation et un volume supérieur dédié à la régulation. Donc là, on a un double effet, finalement. On a vraiment une solution qui permet la récupération et l'utilisation, mais également la rétention de l'eau de pluie et la gestion des eaux pluviales à la parcelle avec une évacuation par infiltration. Et on a d'autres types de cuves, des cuves simples de rétention, en fait, où là, dans ce volume, on va récupérer les eaux de pluie. On ne va pas les réutiliser et on va les infiltrer à la parcelle grâce au débit de fuite pour pouvoir accueillir l'événement pluvieux suivant. Donc, on voit qu'on a un certain nombre d'ouvrages, de solutions techniques disponibles, fondées sur la nature ou pas, manufacturées ou pas, intensives ou extensives, qui permettent, en combinant ces fausses solutions-là, de venir contribuer à la gestion urbaine des eaux pluviales et une gestion décentralisée des eaux à l'échelle de la parcelle. Le nouveau cadre réglementaire sur la gestion des eaux de pluie avec les usages domestiques, donc une réglementation qui est sortie le 12 juillet 2024, avec un décret et un arrêté qui permet bien de définir le cadre de la récupération et utilisation d'eau de pluie et les préconisations qui sont à suivre par les maîtres d'ouvrage et les professionnels. Déjà, ce qui est important à souligner, c'est qu'on avait un cadre existant en 2008 qui permettait la récupération d'eau de pluie et qui n'était concentré que sur les surfaces, les toitures inaccessibles. Et aujourd'hui, la réglementation, elle a évolué en faisant passer la nature de toiture à une notion de surface inaccessible. Ce qui permet d'intégrer, par exemple, là on le voit sur la photo, les ombrières solaires qu'on peut avoir sur un parking peuvent être des surfaces sur lesquelles on collecte les eaux de pluie, on les stocke et on peut les réutiliser pour des usages. Les usages ont été confirmés et précisés, c'est-à-dire qu'on avait un certain nombre d'usages qui étaient prévus par la réglementation de 2008, qui était le lavage des sols, l'évacuation des excrétas, tout ce qui était nettoyage des surfaces extérieures et tout ce qui était arrosage extérieur. On avait aussi le lavage du linge qui était autorisé sur un système expérimental dans la réglementation de 2008. Aujourd'hui, tous ces usages ils ont été confirmés dans la réglementation de 2024. On peut toujours alimenter les chasses d'eau, on peut nettoyer les sols à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a des arrosages qui ont été précisés. On a l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments. Donc, espace vert à l'échelle des bâtiments, ça va être toutes les surfaces attenantes à la parcelle, mais ça va être sur la parcelle, mais ça va être aussi également tout ce qui va être toiture et murs végétalisés. On a l'arrosage du jardin potager et l'usage lave-linge a été confirmé et sorti du cadre expérimental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut laver le linge avec de l'eau de pluie récupérée, sous réserve de mise en place d'un traitement et d'atteinte d'une qualité, d'un niveau de qualité A+, qu'on atteste lors d'une analyse à la première mise en service de l'installation. Il faudra faire une analyse et suivre un certain nombre de paramètres qu'on va voir tout à l'heure dans la présentation. Donc, des usages qui ont été confirmés et précisés, il n'y a pas eu de retour en arrière, plutôt une confortation du cadre réglementaire qui était existant. Tous les lieux sont concernés, en fait, donc ça, c'est important. C'est tout type de bâtiment est concerné par cette réglementation. Le dénominateur commun de la réglementation, c'est l'usage domestique. Donc, c'est-à-dire que une chasse d'eau, qu'elle soit dans une usine, dans une école, dans un bâtiment public, à la maison, dans de l'habitat collectif, c'est un usage domestique. L'alimentation de la chasse d'eau, par exemple, est un usage domestique. Donc, c'est cette réglementation qui s'applique là, avec des établissements publics qui reçoivent du public sensible, tous les bâtiments, tous les lieux de travail.
Ce qui est intéressant, c'est que la réglementation de 2008 intégrait les écoles, notamment écoles maternelles et primaires, dans les bâtiments à usage sensible. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas récupérer l'eau de pluie pour l'intégrer à l'intérieur des écoles. Aujourd'hui, la réglementation a sorti les écoles maternelles et primaires des établissements à public sensible. Donc aujourd'hui, toutes les mairies peuvent récupérer l'eau de pluie au niveau de leurs écoles et réintégrer cette eau de pluie pour alimenter les chasses d'eau des écoles. Donc c'est vraiment un point important de l'évolution réglementaire et une possibilité offerte aux communes de pouvoir intégrer la récupération d'eau de pluie, notamment dans les rénovations d'écoles, hein. On sait qu'il y a le programme EduRénov qui est lancé depuis quelques années sur la rénovation notamment énergétique des écoles. Et bien aujourd'hui, il y a une opportunité d'aller vers la sobriété hydrique au niveau des écoles en intégrant la récupération et l'utilisation d'eau de pluie. Il y a des exigences techniques qui ont été renforcées par cette réglementation, donc ça c'est très très important et c'est ce qui permet aussi de rebondir sur l'intérêt et l'importance d'avoir des professionnels compétents, qualifiés et disposant des assurances nécessaires pour réaliser ces travaux-là. On doit vraiment avoir un dimensionnement adapté de l'installation, avoir une protection du réseau d'eau destiné à la consommation humaine. On le voit sur la petite image, là aujourd'hui on fait un appoint en eau pour la continuité des usages, hein. Quand il n'y a plus d'eau de pluie dans la cuve, bah, il faut pouvoir continuer à tirer la chasse d'eau, par exemple. Donc on fait appel à un appoint par le réseau destiné à la consommation humaine, l'eau potable, et on doit avoir un système de disconnexion totale qui permet d'éviter tout retour d'eau ou toute contamination de l'eau potable. On doit avoir une signalétique qui doit être mise en place, une signalisation sur les points d'usage, on le voit là, hein, avec le pictogramme et la mention eau non potable. On doit avoir des vidanges et nettoyage des réservoirs et permettre aussi, ça c'est une nouveauté de la réglementation de 2024, c'est-à-dire qu'en cas de problème sur l'installation, il doit y avoir une possibilité de désactivation et de réversibilité totale du système, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir rebasculer d'eau de pluie à eau de ville sans aucun souci en cas de problème sur l'installation. Donc ça doit être conçu dès le démarrage de l'installation. Donc toutes ces exigences de conception technique renforcée renforcent le besoin, le recours à un professionnel pour la réalisation des installations, notamment quand on va aller vers des usages à l'intérieur des bâtiments. Donc, cette réglementation de 2024, elle autorise beaucoup de choses, hein, notamment sur des autres sujets que l'eau de pluie, comme le recyclage des eaux grises, hein, le recyclage des eaux de salle de bain sont permis aujourd'hui. Mais toute cette avancée réglementaire vers la sobriété des usages de l'eau, elle recourt à une autre eau que l'eau potable. Le revers de ça, et qui est naturel, c'est une hyper-responsabilisation des propriétaires. C'est-à-dire que quand on fait le choix de recourir à une autre eau que de l'eau potable, c'est un vrai choix du propriétaire de l'installation et il doit mettre en place un certain nombre de dispositions pour pouvoir assumer sa responsabilité et la qualité des eaux sur son installation. Donc, notamment à la première mise en service du système, hein, il doit y avoir toute une attestation de conformité de l'installation qui doit être établie, faire une surveillance régulière de son système, avoir un entretien courant et une maintenance. Et tout ça, ça doit être consigné dans un carnet sanitaire qui est lié à l'installation. Donc, toutes les opérations doivent être consignées à l'intérieur de ce carnet, et notamment les index de volume d'eau consommée, notamment en cas de déclaration à la collectivité. Donc là, on voit un schéma type hein, de deux types d'installations avec un stockage aérien et enterré, avec les différents éléments constituant une installation, allant de la cuve à ce que je vous disais tout à l'heure, le gestionnaire, les systèmes de filtration et de traitement pour certains usages, et notamment le dispositif de comptage. Hein, quand on rejette au réseau public d'assainissement collectif, on doit être capable de comptabiliser les volumes va rejeter dans ce réseau-là. Donc, au niveau des usages, ben, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, voilà ce qui est possible. Donc, il y a le lavage du linge sous déclaration en préfecture, avec une vérification à la mise en service de la qualité A+. Et tous les autres usages de l'eau de pluie que je vous ai listés sont autorisés sans procédure particulière au titre du Code de la santé publique. Ça n'empêche pas la déclaration d'usage en mairie quand on est sur l'assainissement collectif, mais ces usages-là ne sont pas soumis à des déclarations ou des expérimentations particulières. Elles sont là depuis 2008 et elles sont confortées dans cette réglementation-là. Donc voilà les points de qualité, notamment pour la qualité A+, hein, quand on doit faire à la mise en service la première mesure pour le lavage du linge, ben, il y a un certain nombre de paramètres
à vérifier, des Escherichia coli, des entérocoques, tout ce qui est légionnel, turbidité, le COT, et puis les résidus de chlore et pH qui doivent être mesurés à la mise en service de l'installation et qui doivent être conformes uniquement dans le cas où on fait le lavage du linge. Donc voilà, il y a à votre disposition un certain nombre de ressources sur le site internet de la TEP, sur tout ce qui est gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Donc n'hésitez pas à les consulter pour compléter la présentation que je viens de vous réaliser. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy, pour cette première présentation qui replace quand même bien le cadre et les aspects réglementaires sont toujours bons à rappeler. Je vous le disais en introduction, on va plonger directement dans le vif du sujet et je vois quelques petites questions arriver, mais on les prendra après la deuxième présentation. Donc, Benoît, Loïc, je vous invite à partager votre écran et on va poursuivre avec votre présentation slash retour d'expérience. Pour vous situer, Calipu est porté par est une marque qui est portée par une association qui s'appelle Essor Durable, dans laquelle on retrouve trois entités. Jérémy vient de présenter la TEP pour l'aspect réglementaire. Ça, c'est intéressant au niveau de l'association parce qu'on retrouve effectivement l'aspect industriel, fabricant, bureau d'études à travers la TEP et les installateurs. Qu'on retrouve à travers la CAPEB pour le bâtiment et la CNATP pour les travaux publics et le paysage. Tout ça, tous ces trois instances sont réunies au sein de l'association Essor Durable pour porter la marque Calipuy. Voilà. On s'appuie sur notre réseau, le réseau CAPEB CNATP, avec un maillage territorial très fort. Qui nous permet, on va le voir juste après, de pouvoir faire nos formations et dispenser nos réunions également sur le terrain et d'être au plus près, justement, on le verra dans la troisième partie, des collectivités locales. Calipuy est né d'un constat assez simple, qui est de faire des eaux pluviales une ressource et non un déchet. Et comme l'a rappelé Jérémy tout à l'heure, c'est un nouveau marché pour nos professionnels de l'aménagement extérieur et du bâtiment et une véritable opportunité. D'où l'intérêt aussi de Calipuy. Et puis comme Agathe, tu l'as dit en réunion, en introduction, pardon, c'est aussi finalement une opportunité pour les collectivités locales de pouvoir s'appuyer sur un réseau de professionnels formés et aguerris, et c'est aussi intéressant. C'est également, bien évidemment, un marché d'avenir au niveau de tout ce qui a trait à l'environnement, gérer l'eau au plus près du point où touche le sol, limiter le ruissellement, comme l'a rappelé Jérémy, maîtriser les pics de pluviométrie et réduire les surfaces imperméabilisées, développer le végétal également dans le cycle de l'eau. Alors, je ne vais pas revenir sur l'aspect réglementaire, puisque Jérémy en a parlé. Simplement, juste préciser, enfin pas préciser, mais rappeler ce que Jérémy a dit au niveau des cours d'école, parce que ça, pour nous, les professionnels, je trouve que c'est aussi un super marché à venir. Nos professionnels, de plus en plus, peuvent s'intéresser à ce marché-là. C'est-à-dire qu'on peut voir demain apparaître des chantiers avec, pourquoi pas, un TP, un paysagiste et un plombier qui vont intervenir sur un établissement scolaire pour justement réaménager l'environnement extérieur et puis alimenter les toilettes grâce à un équipement d'eau de pluie. Donc ça, c'est également intéressant. Les métiers qui sont concernés, nos installateurs qui sont concernés par la problématique,
Alors, j'ai fait un slide là-dessus parce que finalement, vous apercevez que le particulier, quand il veut se lancer dans un tel projet, c'est pas si évident que ça pour lui de se dire, bah tiens, ok, on veut faire quelque chose au niveau de l'aménagement extérieur, ou on veut faire un équipement, où on veut mettre au niveau de notre installation un équipement de soit de rétention, de récupération d'eau. Et pour autant, ils savent pas forcément vers quel professionnel se tourner. Et donc, on a aujourd'hui dans nos labellisés, on a essentiellement des entreprises de travaux publics, du paysage, des entreprises de gros œuvres. Et également, et de plus en plus, je dirais, depuis le nouveau décret, également des plombiers. Et c'est important aussi parce que il y a tout l'aspect disconnexion à bien prendre en compte. Et donc, c'est important que tous ces métiers-là puissent travailler ensemble. Comment devient-on Calipuis? On a deux grandes étapes. La première étape, c'est une formation de 2 jours. Et deuxième étape, c'est de déposer au sein de l'association Essor Durable un dossier de demande de labellisation et de qualification pour redevenir Calipuis. Au niveau de la formation, on a 4 grandes parties. N'hésite pas, Loïc, hein, si tu veux compléter mon propos. On a donc l'aspect réglementaire que Jérémy a présenté tout à l'heure, notamment depuis le nouveau décret qui a donc élargi le champ des possibles. Donc tout ça, le professionnel vient se former sur ces aspects-là. Vous avez également une partie technique pour que le professionnel puisse appréhender tout ce qui a trait au dimensionnement en fonction du nombre de personnes du foyer, en fonction de la pluviométrie locale, en fonction de la typologie de toiture également, et puis également en fonction des usages que le client souhaite dans son projet. Nos formateurs le disent souvent, il n'y a rien de pire que un équipement qui est surdimensionné. Donc cette partie-là, elle est très très importante, cette partie-là technique, pour vraiment avoir une meilleure qualité de l'eau. Il y a donc également une partie générale également hein, sur la gestion alternative des eaux pluviales, tout ce qui a trait également aux différents ouvrages qu'on peut mettre en œuvre dans la problématique, que ce soit au niveau perméabilisation, infiltration, rétention, récupération. Donc le professionnel voit tout ça en formation. Et puis il y a une partie commerciale parce que c'est souvent propre à nos petites structures. Nos professionnels sont de très bons pour être sur le terrain, mais sont un petit peu moins bons au niveau commercial. Et donc, on les aide aussi comme on dit, à faire savoir leur savoir-faire. Donc, il y a également cette partie-là. Deuxième partie pour devenir Calipuis, eh bien, il faut demander à l'issue donc de la formation. Alors, je précise également de la formation, il y a un test, un QCM, donc pour s'assurer que le professionnel a bien assimilé tout ce qui a été vu en formation. Dans le dossier de qualification, on y voit des choses courantes, hein, c'est-à-dire qu'on va vérifier l'attestation de formation, le SIRET, tout ce qui a trait à l'entreprise. Et puis le professionnel va venir cocher ce pourquoi il souhaite être Calipuis. Alors il n'a rien inventé, hein, vous voyez que vous reconnaissez les pictos que Jérémy a présenté tout à l'heure, hein, avec les différentes solutions en matière de gestion de l'eau. Et donc, voilà, par exemple, un plombier, forcément, il va venir mettre plomberie. TP va forcément plutôt mettre tout ce qui est cuve enterrée, cuve aérienne, etc. Enfin voilà, selon les métiers, le paysagiste va présenter également tout ce qui est système de nue, jardin de pluie ou toiture végétalisée. Donc voilà, ce sont tous des ouvrages que viennent de compléter nos professionnels pour le dossier d'attribution. Et on s'attache, donc il y a forcément un coût hein, qui est
en moyenne, on va dire de 160 euros pour un dossier pour la première année, selon le nombre de salariés de l'entreprise. Et les années qui suivent, on est sur un dossier qui est à une centaine d'euros. Et on s'attache surtout à un élément qui est très important pour nous, qui est l'assurance. C'est à la fois rassurant pour le particulier, mais également aussi pour le professionnel, puisque bah, au moins, avant de s'engager dans de tels travaux, il est sûr qu'il est bien assuré pour cette typologie d'ouvrage. On le voit souvent, hein, quelquefois on a des professionnels qui pensent être bien assurés parce que par exemple ils sont assurés en matière d'assainissement non collectif et pour autant ils ne sont pas assurés sur tout ce qui est ouvrage de gestion d'eau de pluie. Donc nous on tient vraiment à cette partie-là et on est très rigoureux là-dessus avant de donner la marque Calipuy. Et encore une fois, ça aussi, je trouve que pour une collectivité territoriale, c'est aussi important de savoir qu'elle peut s'appuyer sur des professionnels non seulement formés, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mais également assurés pour entreprendre ces travaux. Un exemple, hein, parce que bah, j'allais pas donner l'exemple de Rennes Métropole puisque ils vont en parler largement tout à l'heure, mais voilà, on se rend compte qu'on a des politiques incitatives locales qui sont assez intéressantes, que ce soit au niveau d'une région avec l'Île-de-France, que ce soit au niveau d'un département. Là, j'ai fait le focus sur les Bouches-du-Rhône qui, bon, ont eu la gentillesse de nous citer. Euh, et après, on a effectivement l'échelon métropole et on aura l'exemple de Rennes Métropole tout à l'heure. Et ensuite, voilà, on a aussi, comme je le disais, un focus commercial, je dirais, pour nos professionnels, puisque quand ils vont sur des foires, des salons, ben, ils ont tout à disposition tout un panel de plaquettes ou de roll-up qu'ils peuvent prendre pour faire ça et donc et faire connaître leur savoir-faire au niveau des salons ou autres. Voilà, je laisse Loïc peut-être dire Je vais. un mot Ouais. aussi sur l'aspect, je dirais, plus installateur. Donc, Loïc Berger, moi je suis installateur, entreprise de travaux publics dans le département de l'Ain, mais je suis aussi administrateur national de la CNATP, notre confédération, et vice-président d'Essor Durable, donc de Calipuy. Donc j'ai pas mal de casquettes aujourd'hui là pour cette webconférence, mais je voulais vraiment ramener ce côté installateur. Cette formation et cette labellisation, elle a été vraiment créée et imaginée pour les installateurs afin de les muscler vraiment pour cette partie gestion de l'eau de pluie à la parcelle. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un professionnel qui va se mettre à son compte ou qui est à son compte aujourd'hui, il a eu une formation dans le monde des travaux publics ou du paysage. Souvent, c'est un CAP de canalisateur, bac pro travaux publics ou BTS travaux publics. On va apprendre à faire du réseau, on va apprendre à voilà, la gestion de grands bassins versants, on va avoir des notions. La gestion de l'eau de pluie à la parcelle, ce n'est pas quelque chose qui est abordé aujourd'hui dans les cursus de formation. On apprend à poser des réseaux, mais on n'apprend pas à gérer le flux. Et en fait, aujourd'hui, cette formation, c'est vraiment un complément pour quelqu'un qui s'est installé et qui veut développer cette activité-là. Par contre, on le dit clairement à nos adhérents ou à tous ceux qui veulent rentrer dans cette démarche, ça ne vous fera pas 100% de votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la gestion de l'eau de pluie est un plus. C'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en avant auprès des particuliers. On en fera difficilement une activité principale parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un frein financier. La gestion de l'eau de pluie, si on veut faire ça correctement, ça a un coût. Et il faut aussi que tout le monde soit aligné. Donc aujourd'hui, on voit bien, entre collectivités, professionnels, envie du particulier, on n'a pas tous le même niveau d'exigence, le même besoin. Donc on voit bien qu'en France, aujourd'hui, on a besoin de trouver quelque chose d'intéressant pour tout le monde afin qu'on s'entende bien et que les projets avancent. Donc il faut à la fois que la collectivité elle, non pas qu'elle force, mais qu'elle aide le particulier à aller vers des meilleures pratiques, on va le voir tout à l'heure. Il faut que le professionnel soit formé, assuré. Et quand Benoît disait qu'on vérifie les assurances, c'est vraiment le gros du boulot. Quand vous prenez un professionnel qui est quali pluie, eh ben, c'est un professionnel vraiment qui coche toutes les cases. S'il y a un manquement à un moment donné, eh ben, on va attendre un peu, il ne sera pas tout de suite qualifié. On va essayer, nous, alors nous, notre truc, c'est de leur prendre la main et de les amener vers la problématique.
On va régler le problème avec l'assureur, on va régler le problème de formation, on va régler le problème de connaissances éventuelles. Mais le but, c'est d'amener la meilleure chose pour le particulier. Maintenant, il faut bien se dire une chose, on ne va pas forcément amener chez le particulier des usines à gaz. Souvent, c'est des petites solutions au budget, bah voilà, le budget qui est disponible. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce budget-là pour déjà améliorer la situation? Et après, en fonction des attentes de chacun, du niveau d'exigence, bah, on peut aller très très loin et faire quelque chose de très complet. Et normalement, le professionnel, avec cette formation-là, bah, il est capable d'assurer le chantier en étant en relation avec un plombier qui est formé, pourquoi pas un couvreur aussi qui est formé, et que ces métiers-là, que le maçon aussi soit formé, et que tous ces métiers-là, eh bien, aillent dans le bon sens, et qu'on ne fasse pas un oubli à un moment donné, et qu'on ne mette pas le particulier avec des eaux de pluie en lien avec un réseau d'adduction d'eau potable, qu'on ne crée pas de désordre non plus sur l'habitation avec des infiltrations mal placées, ou des gestions d'eau de pluie assez hasardeuses. Voilà. On vient vraiment armer l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation du label et la transparence aussi sur ce que ça représente pour les pros derrière, d'avoir insisté sur cet aspect assurance. On en avait parlé entre nous en cadrage, mais c'est vrai que je pense que c'est un aspect qui en intrigue, ou en tout cas qui inquiète parfois les collectivités en l'occurrence, mais même les pros, les particuliers. Donc c'est important de l'avoir abordé. Donc on a quelques minutes de questions-réponses devant nous. Donc avant d'enchaîner sur ce que vous venez de nous dire, messieurs, concernant le label, une petite question pour Jérémy sur la première partie, qui était dans un collège dont le gymnase est ouvert à des associations qui accueillent du public de bébés à personnes âgées. Doit-on considérer un usage domestique de public sensible ou pas? Non, il n'y a pas d'usage de public sensible. En fait, les publics sensibles aujourd'hui sont exclusivement sur les établissements de santé. Donc, en fait, un gymnase d'un collège qui accueillerait d'autres populations, il n'y a pas de problème à récupérer, à réutiliser l'eau de pluie, notamment pour l'alimentation des chasses d'eau. Et on a toujours la même obligation, hein, de bien signaler ces points d'usage en précisant bien que ce sont des points d'eau non potable. Donc, il n'y a pas de problème à ce qu'un gymnase soit ouvert à tout type de population. Ouais. Parfait, merci beaucoup pour ta réponse. Et donc pour creuser maintenant un petit peu tout ce que vous venez de nous dire, Benoît et Loïc, concernant le label Calipuis, une petite question. Aujourd'hui, combien d'acteurs sont labellisés et avec quelle répartition géographique? Alors, on a un mariage territorial assez fort, hein, alors, on va pas dire qu'on couvre chaque département, ça c'est pas vrai. Mais en gros, on a entre 300 et 400 entreprises qui sont formées et une grosse centaine qui sont labellisées sur ces entreprises formées. Bah, on agit au quotidien pour essayer de développer ce nombre. Et pour compléter, je dirais que également, on voit bien une adéquation entre les politiques de collectivité qui sont mises en place et les demandes de travaux des particuliers, puisque bah, dès qu'il y a une politique incitative locale, je dirais comme par miracle, j'ai pas mal de demandes de travaux qui arrivent de la part de particuliers sur les www.calipuy.fr. Et donc forcément, c'est aussi une super opportunité pour nos professionnels. Donc ça aussi, ça déclenche du coup derrière une augmentation du nombre d'entreprises formées et labellisées. Je vais juste D'accord. compléter par rapport à ce que Ouais. Benoît vient de dire, parce que c'est quand même une notion importante. On parlait d'un peu plus de 400 entreprises formées en moins de Ouais. 3 ans, hein, grosso modo, et en gros une petite moitié qui ont été à la labellisation. Alors pourquoi elles n'y vont pas toutes? Certaines veulent se former, mais ne veulent pas forcément faire une activité prédominante, ou ils n'ont pas envie de mettre ça en avant plus que ça. Par contre, ils ont envie d'avoir les connaissances, donc on a permis l'accès à la formation même pour ceux qui n'iraient pas jusqu'à la labellisation. On ne voulait Ok. pas que ce soit un frein à la formation, hein. Nous, là, clairement, la priorité, c'est que les entreprises se forment. Et après, derrière, vous avez celles qui ont été au label. Euh, il faut savoir que quand elles rentrent dans le label, elles rentrent aussi dans une famille où elles vont garder en fait un niveau de formation tout au long de la labellisation. C'est-à-dire qu'elles participent à des webinaires en interne où on va amener des compléments d'information sur l'évolution réglementaire, l'évolution des surfaces drainantes. Donc en fait, très régulièrement,
et ben voilà, on participe à des échanges. Et par contre, ça, c'est plutôt réservé à ceux qui vont au label. C'est ceux qui vont vraiment se spécialiser dans la gestion de l'eau de pluie à la parcelle. Merci beaucoup pour cette précision qui a été d'ailleurs la question suivante, un renouvellement de la formation, des mises à jour pour conserver la qualification. Donc, en l'occurrence, si je comprends bien, pas de mise à jour ou de formation avec des examens pour conserver, mais en l'occurrence, on est amené à suivre des formations régulièrement. Il y a du partage, du retour d'expérience, un peu des événements entre pro Calipluie, peut-être pour faire des retours C'est d'expérience. exactement ça. Ouais. C'est exactement Exactement. ça. Donc, il y a une mise à niveau. On demande aux labellisés de participer justement à ces webinaires où c'est du maintien des acquis, on va dire. Pour le moment, on n'a pas décidé de refaire une deuxième session de formation avec un niveau supérieur. Ok. Déjà parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'en France, la réglementation n'évolue pas si vite que ça, et quelque part heureusement. Donc le but, c'est déjà d'avoir des bonnes bases, mais on n'exclut pas qu'un jour, il y ait une deuxième formation Calipluie avec un niveau beaucoup plus élevé où on va vraiment aller chercher plus loin. Mais, euh, mais voilà, il faut qu'on ait plus de monde et puis il faudra qu'on le fasse vraiment en fonction des besoins de terrain. Mais pour le moment, la formation, elle est vraiment conséquente hein, pour les artisans et elle suffit largement pour suivre la réglementation et tout ce qu'on peut faire sur un terrain. Et juste pour compléter, je peux donner des exemples de l'année dernière de webinaires qui ont été réalisés. On a fait notamment un webinaire avec l'agence qualité construction sur le retrait gonflement des Mm. argiles. On en a fait un auparavant également sur tout ce qui est phénomène de disconnexion pour l'aspect plomberie. Donc voilà, il y a une mise à niveau et une remise à niveau régulière de nos professionnels et également pour le renouvellement des dossiers, on vérifie à chaque fois la nouvelle attestation d'assurance. Mm. Voilà, ça aussi c'est important. Et alors, une petite question qui, en l'occurrence, s'adresse à vous tous, mais on est plus sur des aspects un peu, enfin, plus précis. Il y a la gestion des eaux pluviales. La question étant, les eaux pluviales sont-elles récupérables sur les surfaces de toiture photovoltaïque avec des panneaux solaires au-delà des ombrières solaires? Et du coup, si on va plus loin, récupérables, réutilisables? Oui, il n'y a pas de problème. L'enjeu des surfaces inaccessibles, en fait, sont des surfaces inaccessibles au public en dehors d'opérations d'entretien et de maintenance. Donc, une toiture classique qui serait équipée de panneaux solaires photovoltaïques présente aucune difficulté à ce que l'eau de pluie soit récupérée et réutilisée. C'est vraiment la question d'inaccessible et d'accessible uniquement pour les opérations d'entretien et de maintenance. En fait, ça exclut toutes les zones de voirie ou de passage piéton, finalement, où on aurait des eaux de ruissellement un petit peu plus chargées que ce qu'on peut retrouver en toiture, en ombrière ou en surface inaccessible sur les toitures plates. Donc, il n'y a pas de problème sur ce sujet-là, ouais. Très bien, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à réagir pour nous dire si on a répondu à la totalité des aspects de vos questions. Euh, Alors, une autre question qui était, accompagnez-vous les collectivités avec une forme d'assistance quant à l'identification parmi le réseau Calipluie du pro le plus adapté à leur projet? Pas, Ouais, vas-y, Benoît. en fait, généralement, c'est les particuliers qui laissent sur notre site leur demande de travaux. Quand c'est le cas, moi, je dirige directement vers notre correspondant local. Charge à lui après d'envoyer cette demande de travaux au Calipluie du même département. Voilà comment on fonctionne. En tout cas, Ok. pour les collectivités, si, voilà, si vous voulez avoir les professionnels les plus proches de chez vous, voilà, il n'y a aucun souci hein, pour nous contacter et on pourra réorienter, il n'y a aucun problème. Hein. Et donc, étant donné j'ai l'impression qu'on a fait le tour, Christelle, je vais vous laisser partager votre écran et en l'occurrence, on va aller un peu dans le détail du retour d'expérience d'une collectivité ici, Rennes Métropole, sur l'utilisation de ce label. Bonjour, je vais vous parler de la règle de gestion des eaux pluviales du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole. Tout d'abord en vous présentant Rennes Métropole et la direction assainissement, puis en abordant l'élaboration de la règle de gestion des eaux pluviales dans le PLUI. Ensuite, je décrirai la règle de gestion des eaux pluviales et enfin, je terminerai par un exemple de contrôle des ouvrages. Donc, Rennes Métropole représente 43 communes sur une superficie de 705 km².
nous travaillons pour environ 475 000 habitants. Et comme toutes les grandes agglomérations, Rennes Métropole a des enjeux de territoire assez importants. La compétence assainissement est arrivée à Rennes Métropole en 2015. Nous sommes dorénavant avec un mode de gestion entièrement en exploitation directe. Nous sommes 180 agents à travailler dans 4 services. La règle de gestion des eaux pluviales auparavant était dans le PLU de 12 communes sur les 43. Une commune demandait de l'infiltration et les 11 autres demandaient un ouvrage de rétention avec un calcul de volume selon une formule du PLU, ou bien on demandait une note hydraulique, au-delà d'un certain coefficient d'imperméabilisation qui pouvait aller entre 40 et 90% selon la zone du PLU ou selon la zone de bassin versant réseau. Nous avons donc assez rapidement ressenti le besoin d'uniformiser tout cela par équité pour les usagers et nous devions attendre la création du plan local d'urbanisme intercommunal qui demande à suivre certaines réglementations et lois et demande des procédures, des étapes. Notamment la loi climat, air, énergie territoriale qui demande même de lutter contre les îlots de chaleur urbains en travaillant sur la végétation et la gestion des eaux pluviales. Rennes Métropole a voté son plan CAET en avril 2019 et celui-ci précise dans son ambition 3 pour préparer le territoire aux conséquences du changement climatique de développer l'infiltration des eaux pluviales. Rennes Métropole a aussi son PADD qu'il a voté en décembre 2019. Dans son orientation 6.10, ce PADD demande d'intégrer une gestion optimale du cycle de l'eau en limitant l'imperméabilisation des sols. Et son orientation 9.2 qui demande pour chaque projet d'intégrer l'adaptation au changement climatique en travaillant donc sur la végétalisation, la réduction de l'îlot de chaleur, diminuer les risques d'inondation et diminuer l'artificialisation des sols. Le PLUI de Rennes Métropole a 3 grandes orientations: renforcer la dynamique métropolitaine au bénéfice de son territoire et de la Bretagne, mettre en place une armature urbaine conciliant attractivité, proximité et sobriété, et puis inscrire la métropole dans une dynamique de transition. Cette élaboration a demandé 4 années de collaboration avec les communes et de concertation avec les habitants. Et finalement, le Conseil de Rennes Métropole a pu approuver ce PLUI en décembre 2019. Il est donc opposable depuis février 2020. Nous demandons donc à ce que toutes les nouvelles constructions puissent être adaptées au changement climatique et notamment faire face aux périodes d'excès d'eau, mais aussi faire face aux périodes de manque d'eau, en gérant sur son terrain les eaux pluviales par infiltration et rétention-régulation, et puis avec un ouvrage permettant d'économiser l'eau potable. Donc, nous demandons un ouvrage d'infiltration dans lequel l'eau s'infiltre directement dans le sol dès qu'elle arrive dans l'ouvrage. Nous demandons aussi un ouvrage de rétention-régulation où l'eau est retenue mais peut s'évacuer vers le réseau, par contre à débit très faible. Et depuis septembre 2025, le PLUI M2 demande un ouvrage de récupération. Dans la logique, les eaux pluviales doivent aller d'abord dans la récupération, puis dans l'infiltration, puis dans la régulation. La règle de gestion des eaux pluviales est dans le règlement littéral dans son article 8 du titre 4. Donc, nous demandons un ouvrage de récupération pour toute nouvelle construction. Nous demandons aux pétitionnaires de renseigner 3 notions: la destination de la construction, l'emprise au sol et ou la surface de toiture inaccessible. Nous avons 2 grands groupes de destination majoritaire de la construction: habitation, immeuble, bureau, et puis tout ce qui est activité professionnelle. Au niveau de l'emprise au sol, nous avons 3 seuils.
80 mètres carrés, 150 mètres carrés et 500 mètres carrés. Pour chacun de ces seuils, on demande un volume forfaitaire de récupération des eaux de pluie. Pour les ouvrages d'infiltration et de régulation, cela dépend de la localisation. Nous avons demandé au BRGM de nous faire une carte assez simple selon la capacité de sol à infiltrer ou pas. Nous avons un secteur obligatoire à l'infiltration et un secteur non obligatoire à l'infiltration. Mais on s'est assez rapidement rendu compte qu'il fallait aussi prévoir une interdiction d'ouvrages d'infiltration dans certains secteurs, notamment les cimetières et les pourtours de cimetières, afin de ne pas aggraver la pollution de la nappe par la décomposition des sols. Le deuxième critère pour ces ouvrages d'infiltration et de régulation sont les surfaces. Donc, surtout les surfaces imperméables, et nous prenons les revêtements 100% imperméables à l'air et à l'eau. Les autres surfaces sont considérées comme éco-aménagées. Nous avons deux seuils, 40 mètres carrés pour l'infiltration et 150 mètres carrés pour la rétention-régulation. Et le calcul des volumes se fait seulement sur les surfaces 100% imperméables. Donc, pour tout projet, que ce soit un projet de construction neuve, mais aussi extension, si l'emprise au sol ou si la surface imperméabilisée est supérieure à 40 mètres carrés, on regarde si le terrain est en zone d'infiltration obligatoire. Si c'est le cas, il faut un ouvrage d'infiltration d'un volume minimal de 10 litres par mètre carré imperméabilisé. Et si en plus la surface imperméabilisée est supérieure à 150 mètres carrés, il faut aussi un ouvrage de rétention-régulation dont le volume doit être 28 litres par mètre carré imperméabilisé, dont les 10 litres minimum d'infiltration. Pour l'ouvrage de récupération, le Code de l'urbanisme nous précisait que nous n'avions pas le droit d'imposer la réutilisation à l'intérieur du bâtiment parce que ça doit rester une initiative du maître d'ouvrage. Donc, le pétitionnaire n'est pas obligé et s'il ne choisit pas de réutiliser à l'intérieur du bâtiment, eh bien, il doit son ouvrage de récupération avec les volumes précisés dans la diapo précédente et les volumes d'infiltration-rétention calculés dans la diapo précédente. Si bien que toutes les eaux pluviales de toutes les toitures inaccessibles doivent aller dans l'ouvrage de récupération et le trop-plein va dans les ouvrages d'infiltration et de rétention, dont les volumes sont calculés sur l'ensemble des surfaces imperméables. Par contre, si le pétitionnaire s'engage dès le permis de construire, c'est une petite difficulté quand même, eh bien, évidemment, il doit l'ouvrage de récupération avec le forfait précisé sur la diapo précédente, mais les volumes d'infiltration et de rétention sont calculés uniquement sur les autres surfaces imperméables. Donc, les eaux pluviales des toitures inaccessibles sont gérées par récupération-réutilisation et les volumes d'infiltration-rétention ne gèrent que les autres surfaces imperméables, si bien que leurs volumes sont moindres. Et voici le texte du PLUI-M2 qui le précise. Pour donner un exemple, un immeuble de logement de 300 mètres carrés environ doit un ouvrage de récupération 10 mètres cubes. Ses volumes d'infiltration et de rétention sont calculés sur 10 litres et 18 litres sur l'ensemble des surfaces imperméables. Ça fait quand même un volume conséquent d'ouvrages de l'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Par contre, si l'eau récupérée est réutilisée, eh bien, les volumes d'infiltration et de rétention ne sont calculés que sur les autres surfaces imperméables. Cela diminue déjà fortement les volumes. Et si en plus il diminue les autres surfaces imperméables inférieures à 150 mètres carrés, il n'y a plus obligation de l'ouvrage de rétention, si bien qu'il n'y aurait que l'ouvrage d'infiltration si on est en zone d'infiltration obligatoire. Et là, vous voyez que le volume est quand même beaucoup moins important et cela peut motiver sérieusement la réutilisation à l'intérieur du bâtiment.
Maintenant, je vous parle brièvement du contrôle des ouvrages. Eh bien, nous avons quand même quelques difficultés parce que nous manquons de moyens humains et de temps. Cela se passe en même temps que le contrôle au colorant sur la bonne destination de rejet des eaux usées. Donc, quelquefois, nous demandons des documents prouvant l'exécution des ouvrages, genre plan recollement, bon de livraison, facture, photo. Je vous donne l'exemple d'un contrôle. Un permis de 2022 demandé pour la construction de la maison individuelle un volume d'infiltration et de régulation d'un total de 2,27 mètres cubes. Donc, nous sommes allés contrôler après la DACT, donc c'est la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Donc, quand le permis est terminé parce que tout est construit, c'est la fin du chantier, les pelouses ont bien poussé. Donc, j'ai demandé à l'entreprise qui a fait les travaux de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales de me transmettre une photo. Je comprends de cette photo que les eaux pluviales arrivent en partie basse de la grosse canalisation qui doit servir de puisard et les eaux pluviales repartent en partie basse vers le branchement. Voilà, donc les eaux pluviales arrivent, s'infiltrent légèrement sur le fond de la grosse canalisation et repartent. On est très loin d'un fonctionnement classique de puisard où les eaux pluviales devraient plutôt arriver en partie haute d'une grosse canalisation perforée, elle ne l'était pas, pour ressortir éventuellement par un trop-plein, donc en partie haute. J'ai été obligée de demander à l'entreprise d'effectuer des travaux à l'intérieur de la grosse canalisation en installant un trop-plein et en perforant la paroi de la grosse canalisation. Ainsi, l'eau de pluie ne sortait plus en direct. Elle reste dans la grosse canalisation qui, avec ses perforations, permettent à l'eau d'aller dans le massif de cailloux. Et la sortie est possible uniquement par le trop-plein. Voilà, donc là, c'est un exemple qui montre que certaines entreprises qui sont vraiment certaines de bien faire ont quand même besoin d'être formées sur la bonne exécution des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Eh bien, merci beaucoup, Christelle, pour cette présentation, pour l'effort sur l'illustration. Enfin, c'était particulièrement, en tout cas pour moi qui ne suis pas nécessairement une professionnelle des thématiques, à suivre et à comprendre. C'était quand même très clair et très bien illustré. Donc merci beaucoup. Je vois quelques petites questions arriver. Je vais quand même laisser Rémi nous parler en l'occurrence de la partie existante, maintenant qu'on a parlé de tout ce qui est les nouveaux permis de construire. Et ensuite, on passera aux questions-réponses avec vous tous. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Rémi de Azevedo-Ezano. Je suis en charge de la désimperméabilisation à la direction d'assainissement de Rennes Métropole. Et donc je vais vous parler de deux outils incitatifs à la transition chez les privés via des aides financières. Alors, je vais vous partager mon écran. Très bien. Donc voilà, donc on va vous présenter donc un retour d'expérience d'une politique vertueuse qu'on mène depuis maintenant 3 ans sur Rennes Métropole et un plus récemment depuis quelques mois. Donc, hop, tac, est-ce que ça voilà, hop, il y a un petit peu de délai. Donc le premier outil, c'est un dispositif d'aide à la désimperméabilisation chez les propriétaires, donc que nous menons en partenariat avec l'Agence de l'eau. Alors pour resituer un petit peu le contexte, Rennes Métropole, via différentes directions, dont notamment direction de l'assainissement, ont candidaté à un appel à l'initiative mené par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en 2020 sur la thématique de la gestion des eaux urbaines en centre urbain dense. Et donc la candidature de Rennes Métropole Multiservice proposait une démarche globale de développement sur la gestion intégrée des eaux pluviales, la GEP, sur le secteur unitaire du centre-ville très dense. Donc secteur unitaire, on entend le réseau d'assainissement. Naturellement. La direction de l'assainissement avait donc proposé un volet qui s'appelle donc la déconnexion des surfaces imperméabilisées chez les propriétaires. Rennes Métropole a donc été lauréat de sa candidature, ce qui a donné lieu à la création d'une convention de mandat
entre l'organisme de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et Rennes Métropole. L'Agence de l'eau étant une structure de l'État, elle ne peut pas financer directement des particuliers. C'est pour ça qu'une convention de mandat est essentielle aux collectivités pour pouvoir financer via les dotations de l'Agence de l'eau les particuliers. Donc on est un peu mandataire, on effectue le travail de l'agence. L'agence garde bien sûr la main sur les aspects financiers, le portefeuille, et nous appliquons les procédures de travail et nous envoyons en validation à l'agence, voilà, qui nous redonne son évaluation en retour. Donc l'agence étant le financeur du dispositif et nous mandataires pour le suivi et la gestion du dispositif. Sur le parcellaire privé, pour le contexte de Rennes Métropole, sur le parcellaire privatif neuf, comme l'a expliqué ma collègue Christelle il y a quelques minutes, on a déjà l'application du PLUI avec différentes orientations en fonction du projet proposé. Mais sur la partie existante, nous n'avions pas forcément d'outils permettant de proposer une transition chez les privés. C'est dans ce cadre-là que le dispositif d'aide à la désimperméabilisation a été créé, histoire de donner aussi des billes aux particuliers, aux administrés qui habitent déjà depuis longtemps sur le territoire, pour pouvoir être acteurs de la transition écologique, eux aussi. Donc sur le secteur de la ville de Rennes, on subit déjà les impacts des eaux pluviales lors des fortes pluies. Alors on peut identifier ces zones par le nombre de déversements, des déverseurs d'orage, hein, du secteur, unitaire au milieu naturel, mais on va pouvoir aussi le voir avec les inondations de plus en plus fréquentes, et les fortes pluies qui ont des volumes maintenant beaucoup plus, aléatoires et toujours plus conséquents. Donc le dispositif, il a pour but d'intervenir sur l'existant afin de réduire les volumes d'eau pluviale dirigés vers les réseaux d'assainissement, afin de libérer finalement nos réseaux anciens, dits unitaires, pour uniquement la gestion des eaux usées. Euh, Aujourd'hui, nous avons sur la métropole de Rennes, si nous n'agissons pas forcément, si nous n'agissons pas sur la gestion intégrée des eaux pluviales sur tous les aspects, neufs et existants, deux risques qui vont continuellement augmenter. À la fois le risque ruissellement, de risque ruissellement et le risque de saturation des réseaux. Depuis 3 ans, nous avons une dizaine d'arrêtés de catastrophes naturelles. Je crois même que c'est 12 maintenant depuis les inondations de 2025. Vous avez quelques photos que nous avons repris ici. Voilà, c'est des inondations qu'on n'avait pas vues depuis 40 ans sur la ville de Rennes, qui est plutôt épargnée en général par ces Ah oui. thématiques. Donc le risque de ruissellement et de saturation des réseaux est un risque, sont des risques qui seront en augmentation si aujourd'hui on n'agit pas sur la GIEP au sein de la ville de Rennes. Donc voilà, les petites photos avec quelques photos notamment des inondations de janvier-février 2025, donc il y a tout juste un an, avec des volumes d'eau et la Vilaine qui est sortie à plusieurs endroits, hein, de son lit. Et également, on a un risque de l'aléa avec les pluviométries extrêmes et exceptionnelles qui vont fortement modifier la gestion de nos eaux sur les territoires à l'avenir, et également un risque de vulnérabilité, car de manière générale, le Grand Ouest est un territoire maintenant, sont des territoires qui attirent toujours plus d'habitants, hein, depuis la crise sanitaire de 2020, et cette vulnérabilité s'illustre par une densification des villes, des pourtours, des périphéries, et donc de l'extension urbaine. Donc il faut à la fois pouvoir jumeler le travail sur les documents d'urbanisme et sur l'existant pour limiter cette imperméabilisation des territoires et pour accueillir ces nouveaux habitants. Donc l'objectif du dispositif d'aide à la désimperméabilisation chez les propriétaires, en termes d'objectifs, il a été dégagé quelques grands axes de travail. Donc le premier, ça a été c'est de rendre 1 hectare de surface privative existante perméable. On est bien sur un dispositif qui est expérimental. On s'est lancé dans ce projet donc en 2023 suite à mon recrutement, pour essayer de voir, voilà, si on a un public, on a des habitants qui sont concernés par cette thématique et qui souhaitent agir en cette faveur. Le deuxième motif, c'est d'informer et de sensibiliser sur la désimperméabilisation et ses enjeux. Donc là, on est sur plutôt un objectif beaucoup plus conséquent et de connaissance du grand public de cette thématique. Donc à cet effet, on a créé parmi nos fiches usagers, hein, des fiches de renseignements que peuvent retirer les usagers sur le site internet de Rennes Métropole ou dans nos directions. Voilà, une fiche spécialement dédiée à la désimperméabilisation avec le rappel de ces enjeux et de ces impacts à désimperméabiliser. Le troisième objectif, c'est de prioriser donc les projets sur le secteur unitaire
de la ville de Rennes. Au début de ma mission, il y avait encore quelques villes de la métropole qui avaient du réseau Inter. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, il a été remplacé par du réseau séparatif. Donc on garde cet aspect prioritaire sur les réseaux anciens. Le quatrième aspect, c'est de prolonger l'action publique sur le parcellaire privé. Nous avons aujourd'hui une direction des espaces publics qui impose sur tout projet de renouvellement de la ville 30% de désimperméabilisation dans le projet. L'idée, c'est d'essayer de jumeler ces deux actions en montrant au public privé que la désimperméabilisation fonctionne sur les voiries publiques et que eux aussi peuvent le faire chez eux via dispositifs d'aide financière et technique que l'on propose. Le fait d'avoir un exemple concret pas loin de chez soi est généralement plus concret dans la réalisation du projet que juste de l'information générale via des documents ou des ressources en ligne. Le cinquième objectif, c'était d'être proactif vers les grands propriétaires. Aujourd'hui, sur les villes, nous avons ce qu'on appelle des grands propriétaires. Ce sont des propriétaires avec un foncier important où l'enjeu de gestion des eaux pluviales va impacter rapidement notre volume d'eau que nous gérons dans nos stations. Donc, à ce titre-là, plusieurs types de grands propriétaires, bailleurs sociaux, écoles, établissements de santé ou l'armée, spécifiquement à Rennes, qui a un grand foncier disponible. Voilà, l'idée, c'était de les rencontrer, de leur expliquer un petit peu les enjeux de la désimperméabilisation et quelles aides financières ils peuvent mobiliser à leur échelle en tant que acteurs économiques privés. Et le dernier aspect, c'était d'agir en amont des secteurs à risque. Vous avez pu le voir sur les photos de la slide précédente. Voilà, on a des secteurs aujourd'hui où on connaît le risque inondation, le risque de saturation. L'idée, c'est d'aller en amont de ces zones-là pour favoriser la désimperméabilisation et éviter les dégâts matériels importants et humains que peuvent lier ces eaux pluviales. Je vais pas revenir sur les grands enjeux que Jérémy a présentés en début de présentation des solutions fondées sur la nature, mais j'aime bien présenter cette petite illustration de l'UICN, hein, l'Union internationale de conservation de la nature, qui montre que lorsqu'on souhaite agir sur les eaux pluviales avec une solution fondée sur la nature, on n'agit pas uniquement sur l'infiltration des eaux, mais sur plein d'autres aspects qui vont participer à un développement plus vertueux du territoire et de la société. Voilà, donc on a les rechargements de nappes phréatiques, réduction du risque naturel, la santé humaine, bénéfices pour la biodiversité. Voilà, c'est un peu une équation vertueuse, le fait de vouloir se tourner vers des solutions fondées sur la nature. Et aujourd'hui même, si on va un petit peu plus loin, l'obtention des subventions est souvent conditionnée par le fait de mettre en place des solutions fondées par la nature, sur la nature, voilà, qui est un prérequis, en tout cas à l'agence de l'eau, pour obtenir les subventions. Si on rentre dans le dispositif en soi, ce qu'on propose directement aux particuliers, les conditions d'éligibilité sont très simples. Habiter dans le périmètre de Rennes Métropole, être propriétaire de son habitation et être raccordé au réseau public d'assainissement collectif. Parce que l'objectif est bien de retirer de l'eau aujourd'hui que l'on gère sur le réseau public d'assainissement. Les projets qui sont éligibles et qui sont menés à leur terme ouvrent le droit à une aide financière sur le coût total des travaux, qui est versé à l'issue de l'opération sur présentation des factures. Et en tous les cas, le déraccordement des eaux pluviales, donc la désimperméabilisation du réseau public, permet d'avoir une aide jusqu'à 4 675 € d'aide par dossier. Ce n'est pas négligeable aujourd'hui, vu le contexte économique et comment dire, le coût du projet que peut avoir la désimperméabilisation. Ce qui coûte cher aujourd'hui dans un projet, ce n'est pas de mettre en place une solution de désimperméabilisation, c'est plutôt de casser l'existant qui va faire évoluer à la hausse la facture du projet. Et dans les faits, qu'est-ce qu'on propose comme accompagnement aux particuliers? Ça se passe en 5 étapes. Première étape, c'est un rendez-vous de vérification de l'éligibilité et une présentation des solutions techniques avec nos services. Donc voilà, on présente les pictogrammes un petit peu de la TEP, tout ce qui peut se faire en fonction des premières grandes orientations de projets qu'ont les bénéficiaires, les futurs bénéficiaires. Ensuite, nous montons le dossier de demande d'aide qui nécessite très peu de documents, la plupart étant des documents qu'on leur envoie, plus les devis des entreprises. Nous leur fournissons l'autorisation de démarrage des travaux
À l'issue de l'opération, ils nous fournissent les pièces justificatives de bonne exécution, donc au même titre que des projets neufs, plan de recollement, photos, pour s'assurer que ce qui a été mis en place correspond bien au principe de déraccordement et de désimperméabilisation. Et enfin, on procède au versement de l'aide. Alors entre la première étape et la dernière, il peut se passer plusieurs mois, le temps que le versement de l'aide arrive, hein, le temps que l'agence de l'eau nous verse les fonds. Mais dans tous les cas, chaque particulier est payé à la fin de son projet. Voici pour le premier dispositif d'outils, hein, qu'on propose aux particuliers. Le second se propose depuis juillet 2025 aux particuliers également et copropriétaires sur la gestion durable des eaux et plus axé sur la récupération-réutilisation des eaux pluviales des eaux dans l'habitation. L'objectif de cette AMI, appel à manifestation d'intérêt, a été de vouloir accompagner les projets qui allient désimperméabilisation et la récupération des eaux pluviales pour usage intérieur. On s'est concrètement appuyé sur le travail qui a été fait sur les documents d'urbanisme pour se dire, voilà, on a aujourd'hui ouvert une brèche sur le sujet, quitte à installer une cuve de récupération, proposer une réflexion sur les usages intérieurs, réglementés, comme l'a rappelé Jérémy au départ et Benoît, sur la machine à laver et les toilettes et le lavage des sols et divers usages intérieurs. Voilà, bon bah du coup, c'était la diapo de présentation, voilà, de l'appel à manifestation. Donc beaucoup plus axé sur la récupération, avec les différentes solutions qui peuvent se proposer. Donc voilà, donc je reprends donc les objectifs. Voilà, donc un projet qui allie désimperméabilisation et récupération, via l'ouverture des documents d'urbanisme aujourd'hui, à Rennes Métropole. Donc ça s'adresse à tous les propriétaires dans le périmètre de Rennes Métropole. Et vraiment, l'objectif, c'était de permettre, via ces aides, aux particuliers de repenser l'usage et la ressource en eau chez soi. D'une part, en rétablissant le cycle naturel de l'eau de pluie en se déconnectant du réseau d'assainissement et en souhaitant réduire sa consommation d'eau potable dans le foyer. Alors, le projet s'est lancé en juillet 2025. Alors, suite à une année de construction du projet, du cahier des charges et différents échanges avec les différents organismes. Donc aujourd'hui, cette AMI est portée à la fois par Rennes Métropole et la collectivité eau du bassin rennais, CEBR, qui est l'autorité compétente sur l'eau potable. Les particuliers déposent une candidature auprès de Rennes Métropole et via des commissions mensuelles, une par mois, nous sélectionnons les projets qui nous semblent les plus vertueux et les plus ambitieux sur la thématique et se voient attribuer des aides financières. Pour cette première version de l'AMI, un budget de 40 000 € a été établi, une enveloppe propre et spécifique montée entre la CEBR et Rennes Métropole. Donc voilà la communication grand public que nous avons diffusée largement via les journaux, sites internet, différents réseaux professionnels, voilà, qui rappellent du coup l'objectif de cette AMI, les projets qui sont éligibles à ce dispositif. Donc on rappelle la désimperméabilisation, la déconnexion, l'installation de dispositifs de récupération et réutilisation d'eau de pluie et la mise en place d'équipements économes en eau. Alors, on a mis en exemple ici toilettes sèches. S'il y a des futures questions dessus, voilà, les toilettes sèches n'ont pas obtenu, enfin, on est encore en réflexion là-dessus, donc voilà, on n'est pas encore trop calé sur le sujet des toilettes sèches. On est en pleine réflexion sur comment aborder cette thématique dans les futures semaines. Donc, on rappelle qui peut bénéficier des aides et le montant de l'aide, voilà, qui est intéressant. On peut obtenir jusqu'à 80% du coût des travaux en aide financière et pour un projet qui est nommé lauréat à l'issue d'une commission et un projet qui ne l'est pas, mais qui fait quand même des travaux sur le déraccordement peut obtenir jusqu'à 50% du coût des travaux en aide financière. Donc voilà, et on rappelle comment obtenir les aides auprès de Rennes Métropole. Et voilà, comme dans le premier dispositif, il est très important que les travaux n'aient pas commencé pour que les aides soient valides, voilà, pour que lorsqu'on instruit les dossiers, les devis soient non acceptés. On va pouvoir passer à l'autre slide, s'il te plaît, Agathe. Parfait. Donc on a parmi les critères de sélection des projets différentes thématiques, notamment le réseau d'assainissement séparatif ou unitaire. Un projet qui se trouve sur le réseau unitaire rapportera un petit peu plus de points à la fin sur les projets. Nous avons aussi le décompte des surfaces déconnectées et infiltrées. Plus la surface est importante,
plus les points sont importants. Le type d'ouvrage d'infiltration qui est préconisé. Y a-t-il de la réutilisation des eaux pluviales, oui ou non, pour quels usages? Via un site en ligne qui s'appelle labanquise.com, nous pouvons estimer aujourd'hui les EP récupérés via les stations météo locales autour de Rennes et le volume d'eau consommé par les futurs porteurs de projets. Donc ça nous donne déjà une idée un petit peu de l'ambition du projet qu'ils souhaitent mener. Quels équipements ils vont raccorder aux eaux pluviales et le nombre de personnes qui vont utiliser les installations. Le coût total du projet est un critère qui ne l'est pas vraiment. Voilà, nous souhaitons quand même cadrer un petit peu et pas mettre toutes les subventions sur le même projet. Donc voilà, on garde une part quand même, un petit regard sur le coût total qui ne soit pas trop important dans ce cadre de ce projet. La commission est composée donc de la CEBR avec 2 agents qui sont plutôt en charge de l'aspect expertise, équipement installé et démarche de réduction de la consommation d'eau potable. Et à Rennes Métropole, donc on a continuellement 2 agents, donc moi-même et mon chef de service. On traite plutôt de l'expertise sur l'infiltration des eaux pluviales et les ouvrages dédiés avec la mise en application des normes d'assainissement. Et sur la thématique de végétalisation, si on a des doutes, on fait appel à des collègues de la direction des jardins et de la biodiversité pour savoir que ce ne sont pas des espèces invasives, des espèces qui vont bien s'adapter au climat de demain à Rennes. On a la chance d'avoir eu des documents qui ont été faits là-dessus pour adapter le territoire au mieux d'un point de vue végétal, quoi. Voilà, on peut passer à la prochaine slide. Ce que nous proposons auprès des particuliers, donc c'est un conseil technique et un appui tout au long du projet. Alors on s'est rendu compte que cet aspect était obligatoire pour être attractif aujourd'hui parmi les différents dispositifs existants et répondre surtout aux attentes des candidats. La plupart des candidats souhaitent mener des projets de réutilisation-récupération. On voit il y a une demande qui est en forte hausse depuis quelques années. Et ce sujet reste quand même un petit peu un gros méli-mélo de questions en suspens. Donc l'expertise et l'accompagnement tout au long du projet est essentiel pour que le candidat se sente accompagné au mieux. Un socle d'aide minimum pour tout dossier déposé, à savoir que ça leur demande un petit peu de temps de composer le dossier de candidature, fournir les documents demandés. Donc voilà, l'important est quand même d'avoir un socle d'aide où toute candidature déposée est candidature entre guillemets gagnante avec à la fin des aides. Au niveau des dossiers lauréats, donc on a les aides de l'Agence de l'eau qui sont menées sur la désimperméabilisation. On s'appuie sur notre première convention de mandat que je vous ai expliqué un petit peu avant, plus 30% de l'AMI sur le coût total du projet. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on regarde quand même le coût du projet, voilà, que ça ne représente pas une énorme partie de l'enveloppe pour un seul et même projet. On voit que l'importance des aides, la complémentarité des aides aujourd'hui, c'est essentiel, car à titre d'information, les projets de récupération, réutilisation des EP avec usage intérieur, c'est en moyenne 10 000 € pour un projet prévu dès la construction, heu, avec un projet entre 15 et 19 000 € sur un existant, qui nécessite beaucoup plus de modifications du bâti, des réseaux, des travaux beaucoup plus lourds. Donc voilà, la complémentarité des aides permet de libérer quand même une partie du reste à charge du particulier vers des solutions vertueuses. Voilà. Hop. Et pour finir sur le label Quali-Pluie, aujourd'hui on a 2 aspects et pour lesquels on trouve ça très intéressant. D'un point de vue déjà collectivité, on sait que les conseils techniques vont être fiables proposés aux particuliers. Comme l'a évoqué Loïc, les sujets sur la désimperméabilisation ou sur la récupération ne sont pas forcément enseignés dans les formations de conducteurs d'opération, de chargés d'assainissement. Donc voilà, on sait que ce label va permettre d'avoir des professionnels qui répondent aux problématiques qu'on souhaite aborder dans nos appels à projets, dans nos aides et dans l'argent public qui sera donc consacré à ces projets-là. Et également, voilà, on a des entreprises qui adhèrent aux valeurs des projets qu'on souhaite mener. Donc pour Rennes Métropole, on a une sorte de confiance, d'assurance là-dessus. Et pour en dire sur le mot assurance, voilà, nous, on trouve ça très important que l'assurance soit un des documents les plus importants dans la candidature Quali-Pluie des entreprises, parce que en tant que collectivité, on n'est pas responsable du dimensionnement et des projets qui sont faits chez les particuliers. Donc il faut bien que les particuliers aient un gage de
de retour en cas de malfaçon ou de mauvais dimensionnement. Pour le bénéficiaire, il y a aussi également de l'importance d'avoir un label Qualipuis, c'est le sentiment de confiance dans l'accompagnement proposé. Comme je disais un petit peu auparavant, c'est souvent une volonté de vouloir bien faire les choses, mais on ne sait pas par où commencer dans la récupération-réutilisation. Donc le label Qualipuis permet d'avoir des professionnels compétents et qui vont être à l'écoute sur la connaissance du projet, des professionnels qui sont compétents et adaptés aux besoins. Donc ça rassure énormément. J'ai eu plusieurs dossiers au départ de l'appel à projet où les plombiers n'étaient pas forcément formés à ça et n'ont pas dimensionné, n'ont pas fait correctement répondu correctement à la demande des particuliers qui ont préféré mettre en stand-by leur projet. Et aussi, le bénéficiaire a une entreprise qui a un réseau d'acteurs développé et qui s'inscrit dans une démarche vertueuse. Donc ça permet aussi d'avoir un regain de confiance supplémentaire sur le sujet, quoi. Voilà. Je crois que c'était la dernière slide disponible. Voilà. Merci à tous. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. En effet, un des constats qui avaient été présentés plusieurs fois quant aux difficultés des collectivités par rapport à la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est de s'attaquer à l'existant. Par quel bout on le prend quand on est une collectivité pour insister, enfin, comment dire, pour inciter le privé à déconnecter sa parcelle des réseaux, comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on contrôle, Puis il y a énormément d'a priori autour de la gestion intégrée des eaux pluviales, auquel j'imagine que vous-même, en tant que professionnel, vous êtes confronté assez régulièrement. Donc, il y a tout un aspect communication dont vous nous avez parlé, avec des plaquettes de sensibilisation, l'accompagnement de la collectivité. Enfin voilà, on voit qu'en tout cas sur la partie existant, on est sur un dispositif qui est quand même assez mature sur Rennes Métropole. J'ai pas le regard complet sur tout ce qui se fait partout en France, mais en tout cas, ça a l'air d'être quand même déjà bien rodé. Si ça vous va, on va pouvoir passer à une partie questions-réponses sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, à moins qu'il y en ait un d'entre vous qui veuille réagir sur ce retour d'expérience avant qu'on attaque les questions. Je vais juste faire une petite réaction, parce que vraiment, bravo à Rennes Métropole pour la politique qui a été mise en place. Et comme tu le dis, Agathe, ça me fait réagir par rapport à la webconférence qu'on avait fait en septembre Mm, sur les regards croisés vers une véritable politique de gestion des eaux pluviales. Ben, je crois que là, on en a un bel exemple. tout à fait. Alors, avant d'attaquer sur tout ce qui a été dit sur Rennes Métropole, je vous propose qu'on complète sur les quelques éléments qui n'avaient pas été posés à temps concernant Calipluie. Une question en l'occurrence qui était donc les entreprises posent un dossier pour candidater. Elles suivent une formation de 2 jours. Il existe une continuité de formation, mais existe-t-il un moyen de vérifier qu'elles pratiquent réellement et correctement la gestion de l'eau pluviale à la parcelle pour l'infiltration? Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'une certaine manière un contrôle pour un nouveau labellisé voilà, comment vous parliez aussi du fait que vous ayez des retours d'expérience et que vous collaboriez beaucoup entre vous. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Peut-être répondre pour le coup, Benoît. Euh, Ce qu'il faut bien voir, c'est autant sur d'autres comment dire, pôles comme l'assainissement non collectif, c'est plus facile parce qu'on a le passage systématique d'un contrôleur SPANC pour une installation. Donc, si on avait une entreprise qui n'était pas performante parce que voilà, finalement, on se rend compte que c'est pas ça, le problème est vite mis en avant. Maintenant, des collectivités qui contrôlent régulièrement des installations de gestion d'eau de pluie à la parcelle, bah, pour le moment, il n'y en a pas forcément. Si on regarde à l'échelle du territoire, les contrôles se font pas forcément sur terrain. Au mieux, c'est effectivement sur la déclaration de fin de chantier. Il peut y avoir peut-être un coup de fil ou éventuellement un petit passage, mais c'est très rapide, mais les travaux sont faits. Donc, comment vérifier qu'une infiltration soit bien réalisée? Tout ça est enterré. Donc, effectivement, il y a une part de confiance. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau de la gestion du label Qualipuis, qui est national, on a des antennes dans tous les départements. C'est-à-dire qu'on a des chargés de mission qui gèrent nos entreprises. On les accompagne sur leurs dossiers, on les accompagne éventuellement quand ils ont des litiges, ça peut arriver, il peut y avoir des accidents, des défauts. Quand on a une mauvaise entreprise, enfin une entreprise qui va pas être nickel, qui va commencer à jouer, en fait ça se voit très rapidement, parce qu'elle va commencer à accumuler des dossiers avec des petites malfaçons, des choses qui vont pas. Et pour le coup, s'il est quali-pluie, je pense que on aura rapidement, enfin voilà, on va rapidement se dire, il y a un petit problème. Est-ce qu'il y a besoin de refaire un point? Ou est-ce que finalement cette entreprise, bah voilà, elle joue avec les règles
elle joue avec ce label pour se mettre en avant et finalement derrière ne pas faire ce qu'il faut. Et là, finalement, c'est pas une bonne entreprise. Donc on pourrait aussi l'écarter, hein, c'est dans nos statuts et on peut écarter une entreprise, hein, en cas de malfaçon. Maintenant, c'est pas évident de repérer ça, hein. Et il faut bien dire une chose, sur l'eau de pluie, on a quand même une réglementation qui est quand même très large, qui est beaucoup moins restrictive que sur l'assainissement. Et donc voilà, à part se dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas, il y a plein de méthodes, il y a plein de choses faisables, donc c'est très compliqué quand même de faire des grosses vérifications. Oui, oui, tout à fait. Il y a une forme, déjà, il y a une forme de confiance. Et puis aussi, vous, de votre côté, vous avez des formateurs qui suivent les personnes qui veulent obtenir le label. Il y a aussi beaucoup d'humains, j'imagine, qui jouent Oui. là-dedans en fonction de est-ce qu'on sent aussi les personnes honnêtes dans la démarche ou pas. Et d'ailleurs, sur cet aspect-là, il y avait une question qui était par qui sont assurées les formations? Est-ce que les pros forment les pros? Alors oui, complètement. On a fermé complètement, on a verrouillé complètement l'accès à la formation pour les formateurs. On ne veut pas du formateur tout venant, tout azimut. Aujourd'hui, ils sont au nombre de trois. Ok. On a Cédric Fontaine pour toute la partie nord-ouest, Mhm. nord-nord-ouest. On a Au fil de l'eau pour la partie sud. Et je crois qu'il était là tout à l'heure. Euh, Je ne le vois plus dans le chat, mais on a Anthony Borel pour la partie Est, donc qui est un nouveau formateur depuis cette année. Mais on veut vraiment se limiter, tant pis s'il faut attendre pour faire des sessions, puisqu'en fait, ces formateurs-là, on leur a imposé un minimum de règles Mhm. avec un cursus qui soit équivalent, qu'on ait une entreprise qui soit du sud de la France ou du nord, alors avec des spécificités terrain quand même, hein, on va bien se le dire, Ok. mais on veut vraiment que voilà, deux entreprises aux opposés géographiquement aient le même niveau de formation. Ça, c'était vraiment très très important pour nous. Eh bien, merci beaucoup. Et finalement, vous l'avez très certainement évoqué tout à l'heure, mais même moi, j'ai plus l'information en tête, donc je vous repose la question. Depuis combien de temps existe le label? Et quand est-ce qu'il a été fondé? Le label, il a un historique assez vieux à la base, hein. À l'époque où il y avait des subventions, alors là, c'est 2014, hein, je crois de mémoire, Jérémy, c'était des incitations financières qu'on avait, qui ont été arrêtées c'était gouvernemental, hein, de mémoire, Jérémy. Le label avait été créé à ce moment-là. La fin de cette incitation avait mis un coup d'arrêt au label, et c'est souvent ça le problème en France, hein. On a des choses qui marchent bien, et on l'a eu en assainissement avec des agences de l'eau qui étaient présentes et qui aujourd'hui ne sont plus présentes. Et ben on voit bien qu'il a fallu trouver d'autres manières de faire. Et donc forcément, quand on change les règles, bah, ça a une incidence sur ce genre de label. Euh, et aujourd'hui, on a remis aussi le label en place, puisqu'il y avait la demande en face avec une prise de conscience environnementale. Le label Quali-Pluie, la gestion de l'eau de pluie à la parcelle, on a exactement la même problématique que pour la voiture électrique. Il y a une conscience environnementale. C'est compliqué à mettre en place parce qu'il faut à la fois former les installateurs, il faut qu'il y ait une volonté du particulier. La voiture électrique, c'est pareil. On a un truc par contre qui est hyper avantageux, c'est que là, on fait du Made in France, c'est local, on fait bosser le tissu local. Et donc, je serais plus confiant avec la gestion de l'eau de pluie qu'avec la voiture électrique, personnellement. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si Jérémy, Benoît, vous voulez compléter sur cette partie-là. On n'a plus de questions spécifiques au label, donc on va pouvoir passer aux questions pour Rennes Métropole. Un petit Alors, mot je voulais peut-être avant juste qu'on switch. compléter ce que Jérémy disait quand il saluait l'initiative de Rennes Métropole et compléter également le propos de Loïc pour dire que ben, sans les initiatives des collectivités locales comme Rennes Métropole, ben, le marché pourra pas se développer correctement. Et c'est vrai, et c'est pour ça qu'on veut aussi mettre en avant aujourd'hui l'initiative de Rennes Métropole et on espère effectivement que ça fera entre guillemets, des petits sur tout le territoire. On va pouvoir attaquer sur les questions vous concernant, Rémi et Christelle. Une première étant, à quel horizon le 1 hectare de déco sur l'existant? Et combien de projets de déco, rétention, infiltration? Euh, toutes les- et voilà. Et est-ce que du coup, le dispositif proposé par l'agence concerne toutes les agences? Bon, enfin, il y a deux questions dans la question. On peut commencer par à quel horizon le 1 hectare de déco et combien de projets?
à date? Alors l'horizon, c'était, à la base 3 ans, il a été remis, du coup à 5 ans. OK. Après en nombre de projets, on a pu dresser un premier bilan de cette mission, donc 2023-2025, hein, fin 2025. On n'a pas eu le nombre de dossiers escomptés sur ce projet-là. Les conclusions, sont plutôt diverses. C'est un contexte économique qui est assez fragile pour une démarche, qui est volontariste sur ce projet-là. Le reste à charge, quand même un petit peu élevé des particuliers qui restent même malgré l'application des aides, là-dessus. Et comment dire? Le fait de vouloir changer ses pratiques peut faire peur sur la désinformation qui nécessite quand même des travaux, des choses comme ça, où le résultat de voir infiltrer l'eau pluviale chez soi est beaucoup moins porteur, et visible que le fait de récupérer et réutiliser l'eau chez soi. Donc en Ouais. fait, il y a vraiment une importance, selon moi, après, déjà 3 ans là-dessus, de continuer de faire une communication sur l'importance de mettre l'eau dans le sol, de recharger les nappes, parce que le sujet de la récupération et l'utilisation, il a été compris, très rapidement. On voit le nombre de dossiers qui est bien supérieur et l'effervescence là-dessus. Mais voilà, donc là, en termes de dossiers aujourd'hui, on doit être à une petite vingtaine de dossiers sur le OK. truc. Voilà, qui sont liés à différents projets. Mais voilà, on a une vingtaine de dossiers et on doit être à 2 200 mètres carrés à peu près aujourd'hui qui sont soit, déjà déconnectés, soit en cours de déconnexion. OK. Super. Bah, félicitations déjà pour cette première étape. Et donc concernant la question sur l'agence de l'eau, je pense que l'idée c'était de savoir si la démarche donc de la convention mise en place avec l'agence de l'eau pour pouvoir financer avec leurs aides la déconnexion sur le privé, est-ce que c'est une pratique qui est, j'imagine, régulière dans d'autres collectivités et est-ce qu'elle est envisageable avec toutes les agences de l'eau? Alors ça, c'est voilà, c'est une partie que j'ai pas forcément abordée dans la présentation pour pas, endormir, mais il est vrai que, voilà, les agences sont au nombre de 5 aujourd'hui, si je me trompe pas, sur le territoire et chaque agence a son propre programme d'intervention. L'agence de l'eau Loire-Bretagne a adopté un nouveau programme pour 5 ans au 1er janvier 2025 et dans ce cadre-là, des aides ont été appliquées. À savoir que c'est des énormes bassins, hein, qui sont basés sur le réseau, hydrographique, hein, de la France. Donc voilà, chaque agences de l'eau, avec ces délégations, ont leurs propres spécificités et leur propre cahier des charges d'aide. Donc à vous, selon les régions, de vous renseigner sur ce qui peut être fait. Alors, ils ont un site qui est plutôt bien fait. On peut retrouver facilement le programme d'intervention en cours et en faisant des contrôles, des recherches, par mots spécifiques, eau pluviale ou infiltration, on tombe très rapidement sur, les aides qui peuvent être appliquées. En tout cas, sur l'agence de l'eau Loire-Bretagne, ils ont entre l'ancien programme qui s'est arrêté au 31 décembre, 2024 et le premier qui a suivi, en 2025, les aides sur ce sujet-là ont été augmentées et réévaluées à la hausse. Donc c'est Ok. plutôt porteur pour l'avenir là-dessus, quoi. Super, merci beaucoup. Et en l'occurrence, c'est vrai que toutes les collectivités n'ont pas nécessairement les mêmes moyens pour engager ce type de démarche, notamment sur l'existant. Vous parliez quand même d'un accompagnement et d'un investissement de la part de Rennes Métropole qui est conséquent. Est-ce que vous sauriez nous dire à peu près combien de personnes sont mobilisées sur l'accompagnement proposé des particuliers, donc dans l'obtention des différentes subventions, et j'imagine aussi toute la partie bah, du coup communication que vous nous avez présentée. Enfin voilà, c'est quand même du boulot et c'est vrai que c'est bien de replacer le nombre de personnes qui sont mobilisées dessus pour que toutes les collectivités puissent se projeter un peu aussi. Alors sur la gestion, on va dire principale, c'est moi-même qui gère là-dessus, sur, la communication et cetera et de manière assez régulière sur des conseils techniques où je sens que je suis un petit peu dépassé, je me tourne vers le service de Christelle et Christelle en particulier sur la gestion des eaux pluviales qui permet d'apporter un plus techniquement parlant avec l'expérience terrain, de Christelle et de ses collègues instructeurs, instructrices. Mais en tout cas sur toutes ces gestions de dispositifs, gestion avec l'agence, flux financier, communication, c'est mon poste, qui s'en occupe. Savoir que le poste est à moitié financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, Ok. au titre de l'animation, sur la gestion intégrée des eaux pluviales, et l'autre partie par, Rennes Métropole. Merci beaucoup. Et donc, on a Valérie Desquéant dans le chat. J'espère que je n'écorche pas votre nom de famille qui nous précise que l'Agence de l'eau Seine-Normandie a également des aides pour accompagner la gestion des eaux pluviales, la déconnexion, l'infiltration sous certaines conditions qui sont peut-être pas exactement les mêmes, mais voilà, c'est un dispositif qui existe aussi sur cette agence.
Et sinon, est-ce que vous auriez quelques retours d'expérience peut-être pour conclure, en attendant de voir il y a d'autres questions qui nous parviennent concernant les projets de l'AMI, etc. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu, donc vous parliez de parcelles privées, est-ce que ces dispositifs ont été faits plutôt chez le particulier? Est-ce que ça a été plutôt d'accompagnement d'écoles, de sociétés, d'entreprises privées, etc. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la partie un peu concrète des projets accompagnés? Aujourd'hui, sur l'AMI, donc on a fait la dernière commission fin janvier. On est à une dizaine de projets qui ont été lauréats depuis le début, donc en juillet. On a commencé les commissions uniquement en octobre, étant donné la période où l'appel à projet est sorti, en plein cœur de l'été. C'était pas forcément la meilleure période, mais bon, on n'a pas eu le choix. Mais aujourd'hui, donc on a uniquement des particuliers qui souhaitent vraiment réutiliser l'eau en termes de ressources chez soi. Vous avez abordé le sujet des écoles. Les écoles, ça a été l'office d'un autre accompagnement uniquement sur la désimperméabilisation, à la rencontre des écoles privées de la ville de Rennes, Ouais. sur le sujet des cours Oasis, et quels financements sont mobilisables à l'échelle d'une école, d'un collège ou lycée privé pour transformer leurs cours. Moi, je m'appuie sur les collègues de la direction des jardins qui désimperméabilisent 3 cours d'école publiques par an, à l'échelle de la ville de Rennes. Donc on a de la ressource, documents et aussi, du coup, exemples de cours qu'on fait inviter régulièrement tous les ans à des publics qui le souhaitent pour montrer un petit peu ce que ça peut représenter de faire des cours désimperméabilisés à multi-usages, et non plus uniquement des terrains de sport full goudronnés, on peut dire tout goudronné, comme on le faisait pendant encore longtemps, quoi. Et alors, vous évoquiez aussi tout à l'heure le fait que vous aviez différentes manières de prioriser les projets, que vous vous attaquiez aux projets qui étaient en zone à risque. Il y avait d'autres critères. Est-ce que vous les croisez, vous les cartographiez pour identifier les zones, on va dire, avec le plus gros potentiel, enfin, potentiel et intérêt par rapport à la gestion des eaux de pluie? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous sélectionnez du coup ces parcelles? En l'occurrence, je ne sais Mmh. pas si vous avez fait une étude d'éco des impairs ou est-ce que Mmh. vous avez vos propres critères un peu spécifiques à vos difficultés? Alors on a là-dessus, on s'appuie sur le règlement, sur le comment dire? Le rapport d'assainissement qu'on fait tous les ans. Ok. Donc on sait un petit peu les zones, géographiques où on a des soucis sur, les débordements, les saturations des réseaux et à côté de ça, en effet, on a la chance d'avoir eu une étude de ruissellement qui a été faite, par un autre service sur les espaces publics Mm. et ces données-là peuvent servir, d'appui dans des dossiers où on va essayer de déterminer qui est dans une zone prioritaire plus que l'autre. Voilà. De manière générale, on va d'abord s'appuyer sur la grosse base de données de l'assainissement, notre direction, où on sait que, on a des problématiques, on a de la pollution au milieu naturel. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va commencer et après voilà, on s'appuie sur les cartes du BRGM, comme l'a évoqué Christelle aussi. On a déjà des données d'études qu'on a pu faire auparavant. Voilà. Après dans l'idée, chaque dossier est entre guillemets, j'ai envie de dire prioritaire, parce que le fait de vouloir mener ce type de projet, c'est très bien et on aimerait pouvoir accompagner n'importe quel bénéficiaire sur ce type de projet-là. Les raisons budgétaires font qu'on est des fois obligé de faire des choix, voilà, et les secteurs à risque permettent d'avoir plus facilement des subventions parce qu'on sait que chaque parcelle de gagné en récupération, en infiltration, c'est quel que soit le nombre de mètres carrés, c'est une petite victoire. Mais voilà, donc on essaye quand même de satisfaire un maximum de personnes. Et l'étude sur le ruissellement dans les espaces publics, vous disiez que c'était un autre service, c'était la GEMAPI ou... C'est la direction des espaces, publics et infrastructures qui a Ok, fait donc, dans le service hydrologique. Alors je pourrais retrouver les informations, je l'ai plus en tête exactement. Je crois que voilà, c'est le BRGM ou, notre, collectivité Audiard là, le réseau d'études qui a fait ça, au niveau local. super, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est une ressource qui est quand même très utile. Eh bien, écoutez, on a fait le tour des petites questions de nos participants aujourd'hui sur vos différents retours d'expérience. On a quelques minutes. Je ne sais pas aussi, Christelle, au regard des questions qui ont été posées, peut-être si vous vouliez compléter ou éclaircir un aspect avant qu'on se quitte sur l'aspect existant sur Rennes Métropole, étant donné qu'on a nouveau, plutôt sur le neuf, étant donné qu'on a encore quelques minutes.
Non, j'ai pas de remarques ou d'observations particulières, mais en tout cas, j'ai bien apprécié l'intervention des personnes du CNATP. Ça, c'était bien intéressant. Super. Eh bien, écoutez, donc pour les participants, on va mettre tous les supports de présentation en ligne sur la plateforme. Vous pourrez les consulter. Il me semble que sur la plupart, vous avez les coordonnées de nos intervenants et auquel cas, vous pouvez aussi revenir vers moi si vous voulez être mis en relation, si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin. Et finalement, vous avez un onglet discussion. Ça, je le dis plutôt pour les gens qui regardent en replay et qui vont jusqu'au bout. Il y a un onglet discussion qui permet aussi de poser des questions quand on regarde le replay et que donc on n'a pas eu l'occasion d'interroger les intervenants en live. Moi, voilà, les questions remontent et je peux ensuite vous inviter à aller checker la plateforme de temps en temps s'il y a des questions qui vous sont adressées. Donc voilà, mais un grand merci à vous tous d'avoir pris le temps de préparer aussi des supports qui étaient quand même très bien illustrés, complets, très agréables à suivre et d'avoir accepté tout simplement de prendre 2 heures de votre temps pour venir nous parler sur Idealco. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi et je vous tiens au courant par mail, en l'occurrence pour les intervenants et les participants. N'hésitez pas à aussi revenir vers nous si vous voulez creuser des sujets, suggérer des choses. Voilà, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Eh Merci bien, Merci à merci beaucoup. tous. Bonne beaucoup. journée à vous. Bonne fin de journée. Au Merci. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.